Bonsoir et bienvenue dans cette émission. L'année 2015 a été une année particulièrement tragique pour la France. Paris a été frappé par 2 vagues d'attentats. Nous avons tous en tête la terrible soirée du 13 novembre. Mais l'année 2015 avait déjà été marquée par des attaques meurtrières. C'était il y a presque un an. Tout a commencé le 7 janvier 2015, très exactement, pendant 3 jours, de la tuerie de Charlie Hebdo à la prise d'otage de l'Hyper-Cacher. Les frères Kouachi et Amélie Coulibaly vont plonger la France dans la sidération et l'horreur. Un an après, nous avons voulu revenir sur le déroulement des faits, de la traque des terroristes jusqu'à l'assaut final. Victimes, otages, représentants des forces de l'ordre, tous racontent leur face-à-face avec les tueurs. Des témoignages inédits, des informations jamais révélées jusqu'ici et des images poignantes. Ce document est le résultat d'un an d'investigation. Les attentats de janvier 2015, enquête sur les premières attaques qui ont frappé Paris. C'est un document de Christelle Naman et Benjamin Colmont pour Zodiac et enquête exclusive. Il est 10h15, entre la place de la République et de la Bastille à Paris. Au 2e étage de cet immeuble situé au 10 rue Nicolas Appert, les journalistes et les dessinateurs de Charlie Hebdo se retrouvent pour la conférence de rédaction hebdomadaire. Parmi eux, le journaliste Laurent Léger et les 2 dessinateurs, Rhys et Coco. Le 7 janvier, je vais pour déposer ma petite à la halte garderie. Je savais que c'était l'anniversaire de Luz et puis j'amène toujours une connerie à manger en fait. Du coup, je dépose ma petite, je vais acheter des galettes bretonnes à manger, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris ça. Là, je prends le métro, normal, j'étais contente d'y aller, contente que ce soit la l'anniv de Luz, je sais pas, c'était bisounours dans ma tête. Il y avait un goût particulier ce jour-là, parce qu'on était le 7 janvier et c'était la première réunion après les vacances, après les fêtes, on se retrouvait, c'était le début de l'année. Et donc, il y avait une couleur particulière ce matin-là. Je me souviens de Cabu, Charb toujours à l'heure, ça jamais en retard. Angélique, qui s'occupait des abonnements. Bernard, voilà, Tignous, Elsa, enfin bon, voilà, et voilà. 10h35, la conférence de rédaction commence. Dans la pièce, ils sont 17. Il y a Charb, le directeur de la publication, entré au journal comme dessinateur en 1992. À ses côtés, 2 figures historiques de l'hebdomadaire, Cabu et Georges Wolinski. Tous 2 faisaient partie des fondateurs du premier Charlie Hebdo en 1970. Les dessinateurs, Tignous, Rhys, Honoré et Coco. Les rédacteurs, Laurent Léger, Fabrice Nicolino et Philippe Lançon. L'économiste Bernard Maris et les chroniqueuses Sigolène Vincent et Elsa Kayat prennent également place autour de la table. Michel Renaud et Gérard Gaillard, des amis de Cabu, sont invités à la réunion. Dans un coin de la pièce, il y a aussi Franck Brinsolaro, l'un des policiers affectés à la protection de Charb. On parlait un peu du livre de Houellebecq, qu'est-ce qu'il fallait en penser. Donc c'est vrai que ça parlait un peu de l'islam, puisque le livre de Houellebecq parlait d'une France islamisée. Mais bon, on prenait ça plutôt... Bernard avait lu le livre, on prenait ça un peu presque comme un livre humoristique, comme un livre de science-fiction un peu loufoque. Et puis après la discussion a un peu dévié vers tous ces jeunes qui partent en Syrie, enfin le djihad. Alors là par contre ça s'est un peu tendu, parce que bon, comment interpréter le comportement de ces jeunes certains trouvaient que c'était un peu le même genre d'individus que ceux qui, dans les années 30, s'engageaient dans le nazisme, des jeunes un peu exaltés, un peu fanatiques. Et puis d'autres voulaient leur trouver un peu des excuses, en disant qu'ils venaient de milieux difficiles. Enfin, on débattait de ça joyeusement et énergiquement, comme
comme à chaque réunion de rédaction où voilà, Rhys disait « Ah, Tigno, tu dis que des conneries ». Enfin, voilà, c'était un vrai débat, en fait. On pensait qu'on parlait de gens qui étaient à des milliers de kilomètres de nous, et en fait, on savait pas qu'ils étaient derrière la porte. 11h15, une Citroën C3 pénètre à vive allure dans la rue Nicolas Appert. 2 hommes, cagoulés et armés de fusils mitrailleurs en descendent et se présentent au numéro 6 de la rue. Ils menacent une employée de la Poste et un homme venu récupérer un pli. Ils cherchent les bureaux de Charlie Hebdo. Les 2 hommes comprennent très vite qu'ils se sont trompés de porte. Ils parcourent alors les quelques mètres qui les séparent du numéro 10. Ils pénètrent dans le hall de l'immeuble et croisent 2 agents d'entretien. On s'occupe du chauffage, de l'électricité, et on était allé repérer les lieux pour faire notre travail, tout simplement. On a eu le temps de lever la porte, de lever les yeux, et c'est tout. Il y a une porte qui s'est ouverte, il y a un mec qui a crié Charlie, et il a tiré. Et j'ai pas vu tout de suite que Fredo était touché. C'est dès qu'ils ont disparu de mon champ de vision que Fredo a crié Jérémy, et je me suis tourné, et là, voilà, tout a basculé. Grièvement blessé, Frédéric Boisseau, 42 ans, décède quelques minutes plus tard. 2 étages plus haut, personne n'a entendu le coup de feu. La conférence de rédaction se poursuit. Il est 11h23. Je décide de partir un peu plus tôt. D'habitude, je pars vers midi moins 10 parce que je dois aller chercher ma petite pour midi et demi. Je demande à ma copine Angélique si elle veut fumer une clope avec moi avant que je parte, vu que j'étais en avance. Elle descend avec moi. Et on ouvre la porte de l'immeuble et là, j'entends Coco. Putain, je me retourne et là, je vois 2 mecs. Un qui me fait rentrer tout de suite, l'autre qui prend Angélique. Je comprends pas ce qui se passe, en fait. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Ils me pressent, ils veulent charbe. Ils veulent charbe. D'abord, je me gourde d'étage dans la panique. Là, à ce moment-là, au moment où je me gourde d'étage, que je regarde à droite, à gauche pour voir s'il y a quelqu'un, ou je sais même pas pourquoi faire, en fait. Je me rends compte que je me suis gourée d'étage. Là, je baisse ma tête comme ça parce que j'ai senti qu'ils allaient tirer, en fait. Ils me disent pas de blague. Du coup, je monte au 2e. Je suis complètement tétanisée. Je suis tétanisée, en fait. J'ai que ma fille dans la tête. Là, on rentre, je tape le code. J'ai juste le temps de me retourner. En fait, je les vois tirer sur Simon, notre petit webmaster, et je vais me réfugier sous un bureau. Et puis, j'entends tout. On a entendu un claquement. Et moi, ma première réaction, j'ai cru que c'était un matériel défectueux qui avait pété. On avait acheté des radiateurs. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être on a encore acheté de la daube. Il y a un truc qui a pété. Enfin, presque aussitôt, il y a eu 2 autres claquements identiques. Et alors là, tout le monde s'est levé et on a senti que c'était pas normal. Et le policier qui était là s'est levé aussi. Il a prononcé une phrase qui disait « ça, c'est pas normal ». Enfin, une phrase qui signifiait « ça, c'est pas normal ». Dans un bureau à côté de la salle de réunion se trouve Éric Porteau, le directeur financier du journal. Il y a eu ces bruits de pétard avec une forte odeur comme de poudre. Très, très bizarre, très surprenant. Et en fait, bon, je ne me suis pas affolé. Je me suis dit, tiens, c'est Luce qui arrive à la bourre et qui balance des pétards dans la rédaction. Et puis, je me lèche, je commence à me diriger vers la sortie de mon bureau. Et j'entends à la Wagbar. Je sens l'odeur de la poudre. Là, donc, je comprends qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui se passe. Et la porte s'est ouverte et un type est apparu en arme. Moi, j'ai le dos à la porte. Je me retourne et je vois effectivement un grand type tout en noir, avec une cagoule, je vois des yeux, je vois qu'il a une arme. J'ai vu son œil dans sa cagoule, j'ai eu le temps de...
J'ai vu l'arme qui pendait, il l'avait pas encore levée pour nous tirer dessus. J'ai un espèce d'instinct animal qui me saisit et qui me pousse. Et je réussis à me cacher un petit peu dans un coin, quoi. Je me suis mis à plat ventre et à partir de ce moment-là, je n'ai plus rien vu. J'ai entendu que des sons, c'est-à-dire des coups de feu. Et c'est des coups de feu qui ont retenti dans le silence, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de cris, il n'y a eu que des coups de feu. Il a vraiment tiré dans le tas, il a cherché à tuer un maximum. Charb était tout près de la porte, je pense qu'il est tombé tout de suite. Et à un moment donné, oui, je suis touché, enfin, je sens que je suis touché. Je sais, je me rends pas compte, si c'est une balle ou deux, je me rends pas compte, mais j'ai compris que j'ai été touché. Voilà. Donc j'ai pas bougé, quoi. J'ai pas bougé et j'ai continué à être immobile. J'ai du mal à respirer. Sous le bureau, là, je suis focalisée par tout ce que j'entends. Les Allah Akbar, À un moment, j'entends « on tue pas les femmes ». J'avais du mal à croire, en fait, à cette phrase. J'avais à la fois du soulagement et de l'inquiétude parce que... Et après, il y a une pause. Il n'y a plus de bruit, plus de coups de feu. Et puis j'entends, parce que j'avais emmené mon chien, et j'entends mon chien qui vient me rejoindre. Parce qu'il était il suivait tout le temps Jean, qui a vu partout. Et en fait, ce chien était au milieu du massacre. Et je l'entends revenir vers moi, tranquillement. En même temps, mon regard, ma tête est attirée vers le couloir. Et en fait, je vois un des frères Kouachi. Il s'avance. Et je vois il baisse son bras, il tire un dernier coup de feu. Et là, je me dis, bon, c'est bon, je prends mon chien, je m'allonge et je me dis, j'attends la balle. Dans les sous-sols de la préfecture de police de Paris, le Standard est submergé d'appels. Pour le secours. Oui. Alors une description de l'individu. Ce sont des voisins qui ont entendu les tirs. Un policier de la brigade vététiste est en patrouille avec 2 collègues lorsqu'il entend sur sa radio le premier message d'alerte. Filmé par des journalistes réfugiés sur le toit, Cyril arrive alors en bas de l'immeuble de Charlie Hebdo. Je prends attache directement avec un collègue qui, lui, se trouve en bas du bâtiment de Charlie Hebdo. Je lui demande rapidement où est-ce que ça se passe. Et donc, il me dit c'est là-haut. Donc, je regarde vers le haut du bâtiment pour essayer de voir au niveau des fenêtres. Et il y a les trucs qui sont là en bas. Attends, non. À gauche À gauche. Rapidement, je vois 2 individus sortir du bâtiment en question. Ils sont cagoulés, ils sortent l'arme à l'épaulé et les individus font feu en notre direction. Là Vous entendez les coups de feu, vous entendez les balles qui fusent, vous les entendez s'écraser. Et... Ils sortent. Ils sont là. Vous tournez le dos à ces individus, donc vous êtes d'autant plus exposé que vous êtes un petit peu comme un gibier qu'on chasse, quoi. J'ai un collègue qui va être touché au niveau du pied. Moi-même, je chute au moment de la fuite. Et je me réfugie en fait derrière un abri parce que je pense ne pas pouvoir atteindre le bout de la rue en attendant que le feu cesse. On a mangé le prophète Mohamed. On a mangé le prophète Mohamed. On a mangé le prophète Mohamed. C'est arabe. À 300 mètres de là, une voiture de police alertée par radio arrive à son tour près des locaux de Charlie Hebdo. À son bord, 3 policiers, dont Mathieu, le chef d'équipe. On tombe nez à nez avec ce véhicule Citroën noir. On s'arrête entre 10 et 15 mètres l'un de l'autre. Et avec le reflet sur le pare-brise, je ne vois pas les occupants. Et là, donc, on voit les portières s'ouvrir, 2 hommes sortir, cagoulés, et mettre donc, les kalachnikovs au-dessus des portières, et commencer à faire feu.
le premier réflexe, c'est de se baisser tout de suite. J'entraîne mon chauffeur avec moi. Et donc, je tire à 10 reprises par le pare-brise, donc en direction de la C3. Ce qui a pour effet de calmer leur cadence de tir et permettre à mon chauffeur de passer la marche arrière pour pouvoir s'extraire. Ça rebondit là. On tape fort, mais le problème c'est qu'on ne sait pas où. Donc là, mon réflexe, c'est juste lever la tête vite fait pour voir où est-ce qu'on est. Et là, je vois qu'on est sur le boulevard Richard Lenoir. On a réussi à s'extraire de la rue et qu'on a percuté un véhicule à un stationnement. C'est là où je demande à mes deux collègues de s'extraire du véhicule. On dit on dégage. Moi, je m'étais mis à genoux et là, j'ai pas le temps de changer de chargeur. Et le véhicule arrive tout de suite sur le boulevard. On passe devant. Il y a un nouvel échange de coups de feu. Les terroristes parviennent à prendre la fuite. À l'autre bout de la rue, dans les locaux de Charlie Hebdo, les survivants prennent conscience de l'ampleur du drame qui vient tout juste de se dérouler. La fusillade a duré 4 minutes. J'entends le silence dans la rédaction. Quand on dit un silence de mort, c'est vraiment... Le silence de mort, c'est vrai, ça. J'ai pris conscience par le silence qu'il y avait dans la pièce qu'un certain nombre, dont je n'avais pas la moindre idée, avaient peut-être probablement été tués. C'est-à-dire que je m'attendais, une fois que les tueurs étaient sortis, je m'attendais à entendre des plaintes. Des gémissements. Aidez-moi, je suis blessé. Ce qui était le cas pour certains qui avaient été blessés, qui demandaient des secours, mais les autres ne disaient rien. Ne disaient rien du tout. Et ça, c'était terrible, ça. C'est là que j'ai compris. On voit que des gens par terre. Je vois pas de sang non plus, d'ailleurs. C'est comme si tout le monde s'était endormi par terre, finalement. C'est un peu spécial. Oui, c'est très spécial. Je suis passé devant Simon, le webmaster, qui est penché en arrière sur son fauteuil et qui a été touché de 2 balles et donc qui me parle et qui sent plus rien, donc je lui tiens la main. J'essaye de barricader la porte éventuellement pour pas qu'il revienne, parce que je me dis que s'il y a des coups de feu à l'extérieur et qu'ils rencontrent de la résistance et que les forces de l'ordre résistent, il y a peut-être une chance qu'ils reviennent. Donc j'essaie de bloquer la porte à ma manière. Et puis après, je retourne dans la salle pour voir si je peux aider, pour voir s'il y a des survivants, pour voir... je sais pas pour voir quoi, en fait, parce que c'était super silencieux. Puis là, c'était vraiment le chaos, quoi. Et je ne bougeais pas, je ne savais pas quelle était la gravité de ma blessure. Donc avec mes pieds, j'ai tiré une chaise qui était à ma portée pour mettre mes pieds sur la chaise, pour que le sang reflue vers la tête, au cas où je perdais beaucoup de sang, parce que je me rendais pas bien compte de ce que j'avais, en fait. Puis il y avait Rhys qui était là. Je vais le voir, et puis je lui dis, oh, Rhys, je sais pas... J'étais complètement paniquée. Je dis, Rhys, je sais pas faire un point de compression, je lui dis. Et puis il me dit, pleure pas, Coco, on va voir ce qu'on va faire. Je lui dis, écoute, fais quelque chose, appelle les pompiers, appelle la police, appelle qui tu veux. En fait, je crois que les secours avaient déjà été appelés. Je ne le savais pas, mais enfin. Mais ne sois pas passive, ne subis pas plus. Il faut faire quelque chose. L'un des survivants de la rédaction appelle alors Patrick Pelloux. L'urgentiste et chroniqueur du journal se trouve en réunion à la Fédération des sapeurs-pompiers, à quelques centaines de mètres à peine du siège de Charlie Hebdo. Autour de lui, plusieurs médecins, dont le professeur Tourtier, des sapeurs-pompiers de Paris. Retentit le téléphone de Patrick Pelloux. Patrick Pelloux décroche, je le vois devant moi, changer de couleur de visage, et il annonce d'une voix extrêmement blanche
il y a eu des tirs à Charlie Hebdo, j'y vais. Et je lui réponds du tac au tac, je t'accompagne. Je monte directement avec le docteur Pelou sur sa moto pour être le plus rapidement possible sur zone, puisqu'on sait que quand il y a des blessés par arme à feu, chaque minute compte, puisqu'une minute, ça peut être une hémorragie qui emporte le patient. En route, je téléphone d'emblée à la brigade des sapeurs-pompiers pour préparer les renforts en pompiers, en médecins, au cas où ça soit un événement dramatique. Ce que je pressens en arrivant, puisqu'avant même de se garer, j'entends des tirs que je reconnais comme je suis médecin militaire, des tirs de Kalachnikov, et donc je comprends que la situation va être grave. C'est une arme automatique. Ces tirs proviennent du boulevard Richard Lenoir, situé à 50 mètres à peine du siège de Charlie Hebdo. Couchez-vous! 5 minutes après la tuerie, les terroristes décident de faire demi-tour place de la Bastille pour revenir sur les lieux et en découdre à nouveau avec les forces de l'ordre. Un gardien de la paix traverse alors le boulevard et se retrouve face aux tireurs. Le policier s'écroule avant d'être tué à bout portant d'une balle de Kalachnikov. Ahmed Merabet, 40 ans, décède ce 7 janvier à 11h37. Au même moment, au siège de Charlie Hebdo, le professeur Tourtier et l'urgentiste Patrick Pelou arrivent au pied de l'immeuble. À cet instant, les deux hommes ne savent pas si les terroristes ont quitté les lieux. Avec Patrick Pelou, on est monté vers la rédaction par des chemins séparés pour, s'il y avait des terroristes, au moins qu'il y en ait un des deux qui soit en situation de survie. Donc lui prend les escaliers, moi je prends les ascenseurs et on arrive quasiment au même moment dans la rédaction de Charlie Hebdo. J'arrive dans la pièce et je sens une petite voix d'une des victimes qui m'appelle. J'ai été marqué par ces mots, « S'il vous plaît monsieur, aidez-moi ». Et je découvre en entrant les premiers corps qui ne bougent pas. Il y a Patrick qui arrive, qui prend le pot de charbe et puis qui se met à pleurer, mon frère, en criant mon frère, mon frère. Je levais ma main et je tapais sur le rebord du bureau de charbe pour signaler que j'étais là, j'étais pas mort. Avec Patrick Pelou, on se répartit les gestes à faire qui doivent être faits dans la minute. Et avec les ceintures qu'on a récupérées, ma propre ceinture, ma cravate, nous posons des garrots sur les victimes. Sinon, ils ne vont pas survivre. 11h41, à l'autre bout de Paris, dans le 19e arrondissement, les terroristes sont repérés rue de Meaux. Ils viennent de percuter un poteau avec leur voiture. Les deux hommes volent alors une Clio grise et prennent la fuite. Ils se dirigent vers la porte de Pantin et prennent l'autoroute A1 en direction du nord de la France et de la Belgique. À cet instant, la police perd totalement la trace des assaillants. « 15 minutes après le début de la tuerie, place Beauvau, le ministre de l'Intérieur est en réunion de préparation pour son prochain voyage en Turquie. C'est alors que son directeur de cabinet frappe à sa porte. Mon directeur de cabinet rentre dans mon bureau et m'indique qu'une fusillade, dont on sait peu de choses, vient d'intervenir au siège de Charlie Hebdo, qu'il y aurait de nombreux morts. Je comprends immédiatement quelle est la nature de cet événement, sa gravité, et je décide de quitter immédiatement cette réunion et de me rendre au siège de Charlie Hebdo. Et en quittant le ministère de l'Intérieur, je prends immédiatement contact avec le président de la République et le Premier ministre pour les informer et leur dire que je me rends sur le site. 11h45, les plus hauts responsables de l'État sont avertis de l'attentat, tout comme des journalistes qui décident de diffuser immédiatement la nouvelle.
11h45 sur iTélé. Dans un instant, on prendra la direction de Monaco. Mais avant cela, cette information iTélé, des tirs à l'arme automatique à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique. 19 minutes après l'attentat, les renforts des pompiers et les équipes du SAMU arrivent sur les lieux. Les pompiers ont commencé à arriver. Et c'est un pompier qui m'a levé avec mon bras valide. Et je suis sorti de la pièce en regardant la porte de sortie. J'ai pas regardé la pièce. J'ai pas regardé la pièce. Il fallait que je sorte là-dedans. Donc j'ai pas voulu voir, j'ai rien voulu voir. J'avais compris, ça m'a suffi. Ils nous isolent dans la salle qui est en face pour qu'on ne voit pas en fait l'évacuation, le traitement, etc. Donc, on a juste risque qu'ils sortent de la salle de réunion, ils l'amènent dans notre bureau pour lui faire un point de compression. C'est Jean-Luc Tumaketis qui aide le secouriste à lui faire le point de compression. J'appelle tout de suite mon mari, j'appelle la halte garderie de ma fille pour leur dire m'attendez pas, il s'est passé quelque chose de grave. Et puis je dis à mon mari, va chercher la petite. Je lui explique un peu ce qui s'est passé. Les premiers blessés sont évacués vers l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. 4 personnes sont dans un état d'urgence absolue. Simon Fieschi, le webmaster, est blessé à la moelle épinière. Fabrice Nicolino est touché sévèrement aux jambes. Rhys a reçu 2 balles dans l'épaule. Et Philippe Lançon, 1 balle dans le visage. Une heure après l'attaque, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, arrive rue Nicolas Appert. Il est rejoint quelques minutes après par le président de la République, qui s'adresse aussitôt aux journalistes. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat. Les premières personnes qui étaient encore vivantes après cette tuerie sortent dans un état d'émotion terrible, et le président de la République est là qui apporte par ses propos, même si les paroles sont faibles dans ces circonstances, un peu de réconfort. Il est 12h40. Depuis plus d'1 heure, les familles et les amis des journalistes de Charlie commencent à être informés du drame. Depuis 25 ans, Marika est la meilleure amie de Charb. Au moment de l'attentat, elle sort d'un rendez-vous. Je rallume mon téléphone. J'ai 50 messages qui me disent tous la même chose et qui me disent t'es au courant de ce qui se passe à Charlie Hebdo, t'es au courant de ce qui se passe à Charlie Hebdo. Si vous nous rejoignez, nous sommes en édition spéciale parce qu'une attaque mortelle a eu lieu ce matin dans les locaux de Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique. Le bilan s'annonce extrêmement lourd. Pour le moment, le parquet de Paris fait état d'au moins 10 morts. Moi, je deviens hystérique. J'appelle Charb 50 fois. Je le supplie de me répondre. Je m'accroche au fait que s'il ne me répond pas, c'est qu'il est blessé. Et pas autre chose. Marika décide alors de se rendre au siège de Charlie. Comme elle, des proches de victimes arrivent sur place. À cet instant, la liste des morts est connue. Charb, Cabu, Wolinski, Tinius, Honoré, Mustapha Ourad, le correcteur, Elsa Kayat, Michel Renaud, Bernard Maris et Franck Brinsolaro. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs circulent, mais les pompiers et la police refusent pour le moment de donner officiellement le nom des victimes. Et on est complètement choqués, mais on se rend compte finalement de peu de choses. Bon, on sait qu'un certain nombre de nos amis sont
sont morts, mais on ne sait pas exactement qui. On ne sait pas qui est vraiment blessé. Tout ça est complètement irréel. Il est 14h15. Le président de la République convoque en urgence une réunion interministérielle. Le bilan fait état de 12 morts et 11 blessés, dont 4 dans un état grave. Autour de la table, François Hollande a réuni le Premier ministre et tous les ministres concernés, dont Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. À ce moment-là, les choses vont très vite. Nous sommes dans l'action. Nous sommes tous extrêmement concentrés sur l'objectif. Et nous sommes habités, encore une fois, par l'esprit de responsabilité et par la volonté de voir la République demeurer debout face à des gens qui veulent la frapper. L'enquête est aussitôt confiée à la PJ de Paris, le fameux 36 quai des Orfèvres. Les techniciens de l'identité judiciaire commencent les prélèvements sur le lieu de l'attentat et dans la voiture abandonnée rue de Meaux. À l'intérieur du véhicule, les policiers retrouvent de nombreux indices, dont cette carte d'identité au nom d'un certain Saïd Kouachi. Bernard Petit, 58 ans, est alors le patron du 36 quai des Orfèvres. Quand ils ont abandonné leur véhicule, ils ont laissé évidemment des objets dans ce véhicule. Il est découvert un document avec un nom. Et donc ce document avec ce nom, évidemment, nous permet de faire des recherches et des vérifications. Ces recherches et ces vérifications nous emmènent vers un milieu qui est connu pour toucher le monde de la délinquance et le monde du radicalisme. Et donc l'enquête prend un coup d'accélérateur à cet instant. Grâce à une empreinte digitale retrouvée dans la voiture, le frère de Saïd est très vite identifié. Il s'agit de Chérif Kouachi. Les deux frères sont connus des services de police. Chérif Kouachi, 32 ans, n'a jamais été condamné, mais il est fiché pour son radicalisme religieux. Saïd Kouachi, 35 ans, a déjà été condamné en 2008 à 3 ans de prison ferme pour avoir participé à une filière d'envoi de combattants en Irak, appelée la filière des buts de Chaumont. Immédiatement informé, le ministre de l'Intérieur convoque une réunion de crise avec les grands responsables des forces de l'ordre, parmi lesquels le général Denis Favier, directeur de la gendarmerie nationale. On renforce notre dispositif de contrôle des axes au nord de Paris, à l'est de Paris, en région Champagne-Ardenne, en région Picardie, en Nord-Pas-de-Calais, en Île-de-France bien sûr. C'est important de sécuriser l'ensemble des accès à Paris, faire en sorte qu'on n'y rentre pas mais qu'on n'en sorte pas non plus si ça avait été l'intention des frères Kouachi. Le plan épervier est alors activé. En Île-de-France et en Picardie, plus de 300 gendarmes sont mobilisés pour tenter de repérer les terroristes et éviter leur fuite vers l'étranger, notamment la Belgique. En fin de journée, alors que la nuit est tombée, la police judiciaire réussit à identifier plusieurs appartements pouvant servir de cache aux terroristes, notamment le domicile de Saïd Kouachi à Reims. Le raid arrive sur place et s'apprête à donner l'assaut, devant les caméras de télévision et sous le regard des habitants du quartier. On est en direct avec Mélanie Bertrand qui est sur place. Mélanie, on voit ces hommes qui sont manifestement prêts à intervenir. J'ai devant moi plusieurs dizaines de policiers de la police judiciaire, certains hommes du raid qui sont cagoulés. Pour l'instant, le climat est relativement calme. On avait vu tout à l'heure, vous savez, ces lampes torches qui balayent un petit peu les immeubles, comme s'ils recherchaient d'éventuelles personnes retranchées à l'intérieur d'appartements. On est convaincus que, oui, qu'ils vont repasser à l'action. C'est des gens très dangereux qui sont en liberté, hein. Ils sont fortement armés, ils viennent de tuer. On a de nombreuses victimes au sol. Voilà, on sait très bien que là, on court un danger mortel. Il faut absolument les récupérer. Ce soir-là, les perquisitions ne donnent rien. La nuit passe et toujours pas la moindre trace des terroristes. RTL Matin, édition spéciale.
C'est donc une traque nationale qui est toujours en cours ce matin pour retrouver les auteurs des attentats de Charlie Hebdo qui ont fait 12 morts hier au siège du journal à Paris. La barbarie a ce matin 2 visages. Oui, les visages de 2 frères, Chérif et Saïd Kouachi. 7h05 le lendemain matin à Montrouge, dans la banlieue parisienne. Sur la départementale 906, en plein centre-ville, une voiture fait une embardée. Au volant du véhicule, Anne Collignon, 43 ans. Elle se rendait à son travail. J'ai percuté d'abord un poteau et ensuite un autre véhicule que j'ai accidenté. Et ensuite, j'ai atterri en face du garage Midas avec les 2 airbags de ma vieille Clio qui se sont ouverts. Et voilà. L'accrochage ne fait aucun blessé, mais l'avenue est entièrement bloquée par les voitures accidentées. Alertés, 2 policiers municipaux se rendent sur place. Il est 7h20. Très vite, il y a 2 agents de police qui arrivent sur les lieux, qui se présentent et ils nous demandent ce qui s'est réellement passé et ils nous demandent nos papiers des véhicules, donc on leur fournit. 45 minutes après l'accident, une dépanneuse arrive sur place. Elle est suivie d'une voiture qui se gare à quelques mètres de l'accident. Un homme en descend, ouvre son coffre et sort une Kalachnikov. Clarissa, la jeune policière municipale, s'affaire à débloquer le bouchon qui s'est formé. Personne ne voit venir le danger. Clarissa faisait la circulation et donc je vais à la rencontre de ce monsieur dépanneur qui avait commencé déjà à tirer le câble pour la mettre sous ma voiture. Là, j'entends comme une bombe. Bon, ça fait tellement mal aux oreilles que je suis un peu comme ça. Mais j'ai pas forcément une peur. Je suis surprise, j'ai pas forcément une peur. Et ensuite, très vite après cette explosion, j'entends pour le coup des coups de feu. J'entends quelqu'un qui crie à tout le monde qu'il y a un tueur qui est armé et qu'il faut que tout le monde se protège et se cache. L'assaillant vient de tirer sur Eric, un des 2 agents de la voirie venu nettoyer les débris sur la chaussée. L'homme contourne ensuite le véhicule et ouvre le feu sur Clarissa Jean-Philippe, la jeune policière municipale. Ça n'a pas duré très longtemps parce que il y a le monsieur de chez Midas qui m'a tapé derrière l'épaule. Et j'ai super sursauté pour me prendre avec lui et m'amener dans son garage à l'intérieur dans un petit bureau. Et on a récupéré aussi le dépanneur pour, on va dire, s'abriter. Laurent, le 2e agent de la voirie, tente alors d'intervenir sans réaliser la gravité de la situation. J'ai tapé sur le bout du canon en lui disant mais arrête tes conneries avec ce qui s'est passé hier, c'est pas une blague à faire. Sans aucune expression, sans haine, sans rien, il m'a dit comme ça, militairement, tu veux jouer, tu vas crever. L'arme de l'assaillant s'enraye. Laurent a miraculeusement la vie sauve. Le tireur prend alors la fuite. La jeune policière municipale est encore au sol, grièvement blessée à la gorge. 8h40 au palais de l'Élysée. Le président de la République vient de convoquer une nouvelle réunion de crise. Alors que les discussions débutent, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est averti des coups de feu à Montrouge. Nous n'avons pas encore arrêté les frères Kouachi, donc on peut se poser la question de savoir si ces meurtres continuent ou s'il s'agit d'autres auteurs ou s'il s'agit d'un acte qui n'a pas un caractère terroriste. C'est aussi possible. Il est 9h à Montrouge. Les forces de l'ordre encerclent la zone de la fusillade. Les policiers comprennent très vite la gravité de la situation. La commissaire Primevert, chef du district des Hauts-de-Seine, se rend sur les lieux.
Nombre de témoins sont choqués, mais arrivent quand même à nous décrire la façon dont l'auteur était habillé. Et à partir de là, on comprend qu'on n'est pas dans un différend de voie publique qui a mal tourné ou que ça n'est pas le fruit du hasard. Et on comprend rapidement que c'est certainement un attentat. Alertés, les hommes de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, arrive immédiatement sur place. Christophe Molmy, 43 ans, est le patron de la BRI. Nous sommes avertis qu'une policière municipale a été abattue à Montrouge. D'autorité, en fait, on se projette sur les lieux, puisqu'on a toujours le risque que le tireur commette un surattentat. On peut toujours imaginer qu'il tire une première fois sur la policière municipale et qu'il attende que les forces de l'ordre ou des autorités viennent sur place pour recommencer. Il est 9h10. Les policiers doivent se rendre à l'évidence. Le tireur a bel et bien pris la fuite. Il y a à présent 3 terroristes en cavale. Sur place, les pompiers, eux, tentent l'impossible pour sauver la vie de Clarissa, la jeune policière municipale, dont l'état est jugé désespéré. Malgré tous les efforts des médecins, Clarissa Jean-Philippe, 25 ans, succombe à ses blessures ce 8 janvier 2015. Au 36 quai des Orfèvres, la PJ récupère cette nouvelle enquête sur le tueur de Montrouge. Les policiers se plongent aussitôt dans les fiches de signalement fournies par les services de renseignement. Et un profil se dégage rapidement. Vu la description qui est faite de l'auteur de l'assassinat de Montrouge, un des enquêteurs fait un lien. Et donc dans les 2-3 pistes qu'on va développer immédiatement après l'assassinat de Clarissa, il y a la piste Koulibaly d'entrée. Hamedi Koulibaly est fiché comme un homme proche de groupes radicaux. Il a même été condamné à 5 ans de prison pour avoir participé au projet d'évasion de Smaïn Belkacem, l'auteur de l'attentat à Paris du RER Saint-Michel en 1995. On gagne du temps et ça nous permet de nous libérer d'autres pistes et de concentrer tous les effectifs, tous les moyens, tout le savoir-faire sur cette piste-là. Alors que la PJ se lance sur cette piste, à Villers-Cotterêts dans l'Oise, 2 hommes fortement armés font irruption dans une station-service. Il est 9h21 lorsqu'ils braquent le gérant, qui reconnaît les 2 frères Kouachi. L'information parvient à la gendarmerie locale. Gaëtan et son collègue en patrouille à moins de 2 km se rendent aussitôt sur les lieux. On arrive à voir les gens circuler, on voit le gérant servir des cafés dans la station, donc c'est vrai qu'on a la notion de, voilà, ils sont pas menacés, ils n'ont pas l'air d'être otages ou ce genre de choses. Les 2 braqueurs sont partis. Le gérant raconte aussitôt aux gendarmes ce qui s'est passé dans la station-service quelques minutes plus tôt. Il était en train de vaguer à ses occupations, donc ça avait un café ou autre, quand il voit arriver 2 individus dont l'un est armé d'un AK-47. Cet individu pose sa mitraillette sur le comptoir, du temps que le deuxième prend ce qu'il souhaite, notamment de la nourriture et des boissons. Le témoin nous mentionne un objet pouvant ressembler à un lance-missile ou à un RPG, une sorte de lance-roquette spécifique. Et quand on voit les bandes, c'est sûr, c'est clair et net, c'est eux qui étaient présents à Villers-Cotterêts. Sur ce que je vois sur les caméras, je les trouve très calmes, sûrs d'eux, de ce qu'ils font, et de ce qu'ils allaient demander au gérant. Même le gérant sur la caméra ne semble pas tout à fait paniqué. Je suis assez surpris de son attitude d'ailleurs dans la vidéo. 9h45, c'est la première fois que Chérif et Saïd Kouachi sont localisés depuis presque 24 heures. Repérés par des habitants à Villers-Cotterêts, puis à Vaumoise, et enfin à Crépy-en-Valois, les forces de l'ordre savent qu'il faut à tout prix les empêcher de disparaître à nouveau. Le colonel De Oliveira est le commandant de région. C'est lui qui dirige les 1200 gendarmes sur place.
Pour nous, ce sont des éléments fondamentaux puisqu'on va pouvoir resserrer la zone d'engagement et faire effectivement en sorte que le dispositif soit le plus resserré, le plus solide possible pour les empêcher de quitter le secteur. Donc on tient un périmètre qui est quand même un périmètre très très vaste. On est sur un cercle d'une quarantaine de kilomètres de rayon autour de Villers-Cotterêts. Très vite, on prend la décision d'engager le GIGN pour aller faire du contrôle de zone dans les endroits les plus sensibles. Il est 9h50 lorsque le GIGN à Satory près de Versailles est mis en alerte. Le colonel Bonneau est le patron du groupe d'intervention. Le général Favier m'appelle directement et me dit « Vous vous engagez ». Immédiatement, on projette le maximum de capacité de l'unité, à la fois en véhicule, à la fois en hélicoptère, pour aller sur les lieux dans cette zone de Villers-Cotterêts pour organiser une véritable chasse à l'homme. On a des hommes qui sont lourdement armés, qui n'ont jamais hésité à tirer. On sait qu'ils n'hésiteront pas, on sait qu'ils iront à l'affrontement. Donc le GIGN, les hommes du GIGN sont préparés à ce type de mission. Ils sont préparés à ça. Sur place, près de 1200 gendarmes et 200 policiers sont mobilisés pour empêcher les frères Kouachi de s'enfuir. Le GIGN, le RAID, le GIPN, mais aussi la BRI, se sont partagés une zone de 40 km à ratisser, mètre par mètre. La mission qui m'est confiée, c'est de fouiller une zone qu'on va appeler une zone d'intérêt. Cette zone d'intérêt, c'est une zone qui est particulièrement boisée, très dense, dans laquelle les recherches sont compliquées. On a beaucoup d'écarts, on a des maisons forestières. C'est une zone qui est assez grande. On avait mis le blindé devant et puis après, il y avait deux colonnes de fantassins, entre guillemets. Et de part et d'autre de la route, on investissait chaque grange, chaque maison isolée, chaque hangar ou jusqu'à chaque buisson. La population était prévenue que les frères Kouachi étaient dans le secteur. Et donc, les gens étaient quand même assez apeurés par ce qui se passait. Ils avaient bien tous peur d'avoir affaire aux frères Kouachi. Moi, je me souviens d'une dame, une des toutes premières maisons qu'on traite. Elle est au bout d'un long chemin en terre, donc elle voit effectivement notre blindé positionné au bout de son chemin. Une porte qui est sécurisée. Faut aller. Il y a deux cabanons sur le reculez là. Les caméras, elles sont pas par balle. À ce moment-là, on prend contact avec la dame et on essaye de lui demander s'il n'y a personne, si elle est libre de ses mouvements. Enfin, en gros, s'il n'est pas pris en otage, on essaye de comprendre ce qui se passe. Et je me souviens de cette personne qui était terrorisée et en pleurs, en fait. Dans le ciel de la région, les hélicoptères de la gendarmerie et de l'armée sont également mis à contribution. À cet instant, pas moins de 9 hélicos surveillent la zone. Aux commandes de l'un des appareils, Cyril, chef d'escadron des forces aériennes du Nord. Là, je me dis, c'est clairement un dispositif exceptionnel. Quand vous avez 3 Pumas avec le GIGN et vous avez 3 hélicoptères de la gendarmerie dans un cercle complètement petit, avec une météo exécrable, où on ne voit pas les Pumas, on est assez bas, je me dis que là, on est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. On analyse avec nos yeux ce qu'on peut voir ou ce qu'on peut déceler, et on a une caméra optique, ou une caméra aussi thermique, qui nous permettent en fait de déceler les individus présents sur le site. À la tombée de la nuit, toujours pas de traces des frères Kouachi. Mais les forces de l'ordre sont convaincus qu'ils sont toujours dans le périmètre de sécurité. De son côté à Paris, la police judiciaire récupère une information primordiale. Amédi Koulibaly est bel et bien le tueur de Montrouge. C'est l'analyse d'une trace ADN récupérée sur une cagoule qui confirme l'identification. Les enquêteurs trouvent aussi une vidéo sur laquelle le terroriste
revendique son appartenance à l'État islamique. Vous attaquez la Khalifa, vous attaquez l'État islamique, on vous attaque. Même chez nous, on n'a plus le droit d'appliquer la charia. C'est vous qui décidez de ce qui va se passer sur la terre. C'est ça? Non. On ne va pas laisser faire ça. On va se battre, Inch'Allah, pour élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a 3 terroristes dans la nature. L'inquiétude demeure, même au plus haut sommet de l'État. Il y a 3 terroristes dont on ne sait pas s'ils sont en lien l'un avec l'autre, les uns avec les autres, et nous nous retrouvons dans une situation où le risque est maximal, la volonté de frapper de ces individus n'est pas à démontrer, on a affaire à des gens très déterminés et qui sont capables de tuer à bout portant des innocents pour semer l'effroi au nom de la conception dévoyée qu'ils ont de la religion dont ils se revendiquent. Et à partir de ce moment-là, il faut garder son sang-froid et essayer de les neutraliser. Les forces d'élite sont aux trousses des 2 frères Kouachi depuis maintenant 40 heures. Une chasse à l'homme qui se joue donc dans une vaste zone rurale du nord-est de Paris où les hélicoptères ont tournoyé toute la nuit. Nous y rejoindrons les envoyés spéciaux de RTL. Il est 7h50. Le soleil ne s'est pas encore levé sur la Picardie. À bord de sa voiture, une femme habitant Compiègne se rend comme chaque matin à son bureau en empruntant cette route nationale. Marie-Annick, comptable, a 49 ans. J'arrive à l'entrée du bois de Montagny. Donc il fait noir, il fait nuit puisqu'on n'est que le 9 janvier. Donc j'arrive vers le bois, vers la fin, on va dire plutôt le milieu. J'aperçois à 300-400 mètres des ombres sur le côté gauche. Donc je pense à des animaux, puisqu'il y a quand même j'ai déjà vu des sangliers, des biches, des fans, enfin tout un tas de petites bêtes des bois. Donc je ralentis, et puis au fur et à mesure que j'avançais, j'ai vu 2 hommes s'avancer au milieu de la route. Quand je les ai vus plus près et que j'ai dû m'arrêter, là j'ai bien vu que c'était les frères Kouachi. Je me suis dit, oh là là, c'est pour ma pomme, c'est pour moi, c'est pour ma pomme, voilà. Ils sont au milieu de la route, au fur et à mesure que j'avance, donc je m'arrête, et bien sûr ils font ça pour que je m'arrête. Bon, ils avaient leurs armes, donc j'allais pas non plus leur foncer dessus, donc ils ont dit de m'arrêter. Et après il dit, descendez, on va prendre votre voiture, vous inquiétez pas, descendez. Donc j'ai fait tout ce que j'ai enlevé ma clé, j'ai pris mon bip et puis je suis descendue. Ouais. Ce qui m'a surpris et paru bizarre, c'est qu'il a mis son clignotant à gauche. Donc j'ai trouvé ça, je dis mince, ils sont en pleine fuite et ils trouvent encore le moyen de mettre son clignotant. Marie-Annick prévient aussitôt la gendarmerie. Grâce à cet appel, les frères Kouachi sont une nouvelle fois repérés, mais cette fois sur la route départementale 100 qui mène vers Paris et Dammartin en Goële. Les hommes du GIGN sont proches du lieu, à Villers-Cotterêts. Ils vont pouvoir redémarrer leur traque. J'apprends par mon camarade commandant de région qui est à côté de moi, il me dit voilà, on est sûr, là ça vient de se commettre maintenant, sur tel axe, au sud de notre zone, 2 individus armés, qui correspondent au signalement des frères Kouachi, viennent de braquer une automobiliste et ils lui ont pris son véhicule. L'information remonte immédiatement, et on a une direction de fuite. Dans les minutes, exactement 4 minutes qui suivent, les hélicoptères de gendarmerie vont décoller et un dispositif routier se met directement en traque immédiatement derrière le convoi. Le piège de la gendarmerie fonctionne. Les 2 terroristes se dirigent alors vers les barrages mis en place sur les axes routiers. Les forces de l'ordre savent qu'elles sont sur le point de les intercepter. Course-poursuite, nous dit-on, avec 2 suspects dont les signalements correspondraient. Pour l'instant, on garde le conditionnel et beaucoup de prudence. 2 suspects qui auraient dérobé une voiture dans l'Aisne. Au même moment,
un homme se rend lui aussi à son travail. Le jour se lève, il rejoint la zone d'activité de Dammartin-en-Goële. C'est ici que se trouve son entreprise, une imprimerie très connue dans la région. Michel Catalano a 48 ans. Ce matin-là, il est accompagné de Lilian, son jeune graphiste, lorsque la sonnerie de la porte retentit. La porte s'est ouverte et ne voyant personne rentrer, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu arriver Stéphane, notre chef d'atelier, avec sa voiture. Et j'ai vu quelqu'un qui se penchait pour lui parler. Et c'est là que j'ai vu le lance-roquette et la Kalachnikov. À la porte de l'imprimerie, les frères Kouachi. Ils laissent repartir le chef d'atelier avant d'entrer dans le bâtiment. J'ai compris tout de suite que c'était eux. Donc j'ai fait tout de suite demi-tour pour aller voir Lilian. Et là, j'ai tout de suite dit à Lilian, cache-toi et coupe ton portable. Et j'étais au-devant d'eux tout de suite, pour essayer de les ralentir. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais enfin, en tout cas, je voulais absolument que Lilian ait le temps de se cacher, en fait. Et je pense que quand j'ai fait les quelques pas, voilà, pour moi, ma vie se terminait là, donc c'était difficile. Voilà, c'est compliqué. Les deux frères montent l'escalier et arrivent au premier étage où se trouve Michel Catalano. Ils sont arrivés à l'escalier, moi je voulais les ralentir et tout de suite ils sont arrivés vers moi et ils m'ont dit, vous nous reconnaissez? Et j'ai dit oui, je sais qui vous êtes. Il m'a demandé si j'étais tout seul en me regardant avec la Kalachnikov, donc j'ai effectivement dit que j'étais tout seul. Les deux terroristes demandent alors à Michel d'entrer dans son bureau et d'appeler la gendarmerie locale. Je les voyais en face de moi et ils me faisaient... parce que la question de la gendarmerie, c'est ils sont combien? Est-ce qu'ils sont en face de vous? Etc. Donc moi, je leur ai dit que, ce qu'ils m'ont dit de dire, c'est-à-dire qu'ils étaient plusieurs, mais que je n'avais pas de notion de savoir combien ils étaient, mais ils étaient plusieurs. Et donc là, à ce moment-là, j'ai raccroché et ils m'ont fait oui de la tête, comme quoi j'avais fait ce qu'il fallait, quoi. La gendarmerie prévient alors la patrouille la plus proche. Dans le véhicule, il y a 2 gendarmes, dont Aurélie, 28 ans, qui se rend aussitôt sur place. Je me suis garé devant le portail de la société et mon collègue il commence tout de suite à descendre et en fait moi je vois juste devant moi, je vois la voiture, la Peugeot 206 qui a été volée vers 8h30 à Montagny-Sainte-Félicité dans l'Oise. Donc là je me suis dit mince c'est eux, mais en fait en descendant de la voiture, je vois sur la baie vitrée du premier étage 3 silhouettes. Donc logiquement les 2 terroristes et le gérant de la société. Ils ont dit qu'ils voulaient évidemment en découdre. Ils voulaient en découdre avec la police et les gendarmes et tuer le maximum de personnes. Et vu comme ils étaient lourdement armés, je ne voyais pas les gendarmes pouvoir faire face à ça, quoi. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit que on va y aller, on y va. Les terroristes descendent au rez-de-chaussée, ouvrent la porte et se retrouvent face aux 2 gendarmes. L'un des 2 frères, moi je sais pas lequel, a crié à la Akbar. Et là il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. Au moins 2 rafales, donc 6 coups de feu. À un moment il n'y a plus de coups de feu. Mon collègue m'a dit viens on se recule derrière, plus sur l'arrière du bâtiment. Parce qu'il y a une Kalachnikov. Ça, même si on a notre gilet pare-balles, la Kalachnikov, ça nous déchiquette le corps en fait. On prend une cartouche, on est mort, quoi. Les 2 frères se retranchent alors dans l'imprimerie. Saïd Kouachi est blessé, il a reçu une balle dans le cou. J'ai entendu que ça remontait les escaliers. Et à ce moment-là, je ne savais pas si c'était les gendarmes ou si c'était eux. Donc j'ai pas bougé pour l'instant. Et en montant les escaliers, j'ai entendu « Monsieur, vous êtes où? Monsieur, vous êtes où ?» Donc là, je suis sorti d'où j'étais caché en leur disant « Ne vous inquiétez pas, je suis là ». Michel Catalano voit que Saïd Kouachi est blessé et qu'il perd beaucoup de sang. J'ai entendu le frère qui disait « La balle est ressortie ». Et là, tout de suite, j'ai dit « Je suis secouru, je peux vous soigner si vous voulez, quoi ». Il avait les yeux très noirs et on voyait qu'il était très choqué, en fait. Il soufflait très fort, voilà, il était en condition
pas normal, enfin par rapport à ce que j'avais vu jusqu'à maintenant, où ils avaient quand même gardé un calme. Là, il était plus, on sentait dans une période de tension importante. L'information de cette fusillade remonte directement à l'Élysée. C'est le général Favier qui reçoit l'appel. Il est aux côtés du ministre de l'Intérieur et du président de la République. On prend des options très radicales très vite. Il s'agit d'un engagement massif de tous les moyens. On fait converger l'ensemble des forces sur Dammartin-en-Goële. C'est le premier coup d'arrêt qu'on donne physiquement aux frères Kouachi. C'est aussi le signe très clair que l'affaire va se terminer dans ce périmètre-là. Les hélicoptères de l'armée arrivent aussitôt dans le ciel de Dammartin. À leur bord, des hommes du GIGN qui sont hélicordés à proximité de l'imprimerie. Filmés par des appareils de la gendarmerie, plus d'une centaine d'hommes encerclent le bâtiment. Le colonel Bonneau arrive sur place et prend la direction des opérations. Donc nous, on sait qu'ils vont aller en retranchement et que ça peut durer. La phase tuerie est très rapide. La phase retranchement peut durer des heures, voire des jours, comme à Bombay. On a une image quand même à vous montrer. On est à quelques centaines de mètres là de Dammartin-en-Goële. L'hélicoptère qui survolait auparavant la forêt de Compiègne est sur place. C'est autour de cette zone désormais que se concentre l'essentiel du dispositif policier. Aux abords de Dammartin, tous les axes routiers sont coupés. Impossible d'entrer ou de sortir de ce périmètre. Ce matin, je me suis réveillé de voir les bruits des hélicoptères. C'est ce qui m'a réveillé, j'ai reconnu le bruit direct. Donc la première chose que j'ai fait, je me suis habillé en précipitation et j'ai couru en direction du stop là-bas. Sauf que les gendarmes y étaient et m'ont dit de rentrer chez moi immédiatement et de rester chez moi. Je les ai vus de ma fenêtre, quoi, donc je leur ai dit de rentrer. Et ils sont venus nous prévenir qu'il fallait fermer les volets et nous barricader dans les maisons. On est dans le nord de la Seine-et-Marne, vous voyez, à Dammartin-en-Goële, avec les frères Kouachi qui sont retranchés dans cet entrepôt depuis 9h, 9h30 ce matin, et l'image est en direct où ils retiennent au moins, nous dit-on, un otage et ils sont cernés par le GIGN. On est prêt à intervenir si, à l'intérieur du bâtiment, on entend des coups de feu, des tuent des otages, donc il faut intervenir tout de suite. On est prêt à réagir en cas de sortie des frères Kouachi dès le matin et on met en place notre dispositif. Je n'irai pas dans le détail, mais un dispositif pour pouvoir pénétrer par tous les endroits dans le bâtiment, un dispositif avec des appuis extérieurs, tireurs d'élite, et on peut déjà, à 9h30, gérer une situation. Ce que les frères Kouachi ignorent, c'est qu'il y a une deuxième personne dans l'imprimerie. Lilian, le graphiste, qui s'est caché au fond du bâtiment. Il est recroquevillé dans un placard, sous un évier. À Autis, dans le village d'à côté, une femme apprend la nouvelle de la prise d'otage. C'est l'épouse de Michel Catalano, le gérant de l'imprimerie. Vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête, en fait, que c'est pas possible, c'est pas réel, c'est un cauchemar, quoi, un cauchemar éveillé. J'ai prié. Je suis pas croyante du tout, mais j'ai prié. Toute la journée. Dans l'imprimerie, son mari continue de panser les plaies de Saïd Kouachi, sous le regard menaçant de son frère shérif. Quand j'ai posé le pansement, j'ai dit je peux sortir. Et il m'a dit non, il reste là. Et il faut refaire le pansement. Il m'a dit alors, j'ai dit oui, je vais vous refaire le pansement, je vais vous mettre quelque chose qui tienne mieux. Et maintenant, je peux partir. Et là, son frère m'a dit, il m'a regardé, et il m'a dit allez-y. Et là, j'ai entendu, donc je me suis retourné, et j'ai entendu qu'il récupérait sa Kalachnikov qu'il avait posée sur le côté. Et je me suis dit, ils vont me suivre directement. Il est 10h15. Michel Catalano franchit la porte de son entreprise. Face à lui, une centaine de gendarmes. J'ai levé les mains et j'ai dit tirez pas, je suis un otage. Et on m'a dit couchez-vous, première sommation.
Et j'ai continué à courir. Couchez-vous, deuxième sommation. J'ai continué à courir parce que je pensais qu'ils allaient être derrière moi. Je m'étais dit, si je me couche là, je vais pas m'en sortir, quoi. Donc j'ai continué à courir. Et puis un gendarme m'a dit, c'est Monsieur Catalano. Tirez pas, c'est Monsieur Catalano, en fait. Monsieur Catalano est libéré. Donc on le récupère, on le prend en compte avec notre cellule nationale de négociation pour savoir ce qui s'est dit, quelles sont les intentions des preneurs d'otages et avoir du renseignement. Et M. Catalano nous dit, il reste quelqu'un à l'intérieur. Donc, pour nous, ça change la donne. Donc là, on est aux alentours de 10h30, une fois qu'on a pris en compte M. Catalano, qu'on a les premiers éléments, et on est prêt, si vous voulez, à lancer une négociation. Et c'est là qu'on va être très perturbé. Avant même le début des négociations, des journalistes de BFM TV parviennent à joindre les frères Kouachi sur le téléphone de l'imprimerie. Nous, on te dit juste qu'on est les défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que j'ai été envoyé, moi, Chérif Kouachi, par Al-Qaïda du Yémen. On a prévu de lancer la négociation, on n'a pas le temps de la lancer, qu'il y a déjà un contact avec la presse qui appelle l'entreprise, et là, les frères Kouachi, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils revendiquent leur action. Nous sommes Al-Qaïda au Yémen. Nous avons tué Charlie. Premier impact pour nous, on sait à ce moment-là qu'on ne rentrera plus en négociation. Il est 11h. Michel Catalano est libéré depuis moins d'une heure lorsque le général Favy arrive sur les lieux. À cet instant, le GIGN n'a plus de marge de manœuvre. Pour libérer Lilian, le dernier otage, il va falloir élaborer un plan d'assaut. Ils ne savent pas qu'il est là, mais nous savons qu'il est présent, savons qu'il est caché. Il est difficile d'amorcer contact avec lui. Donc c'est une affaire complexe qu'il faut prendre en compte comme une réelle situation de prise d'otage. Donc on se situe dans la configuration, bien sûr, la plus défavorable. Alors que le siège semble s'éterniser, à 40 km de là, aux portes de Paris, un autre événement se prépare. Alain Coinon a 68 ans. Il s'apprête à sortir de son bureau pour faire des courses. J'avais suivi l'actualité pendant ces 2 jours précédents. Même quand je me suis dirigé vers le cachère, je me suis dit c'est peut-être pas très prudent, mais après tout c'est idiot d'avoir ce genre de prévention, et je suis rentré dedans. Au même moment, un autre homme arrive lui aussi porte de Vincennes, accompagné d'un ami. Il se gare devant l'hypercachère. Sur le trottoir, il aperçoit un homme au comportement étrange. David s'interroge. D'un coup, j'entends mon pote me crier « Le gars là devant, il sort une mitraillette. Faut dégager, cours. » Enfin, en réalité, je comprends pas vraiment ce qui se passe. J'entends un premier coup de feu. Et dans ma tête, pour vous dire, j'ai toujours pas compris ce qu'il me dit, puisque moi, je me demande qui c'est qui a jeté un pétard. Et le temps de comprendre, en fait, je tourne la tête de l'autre côté dans la voiture, et là, je remarque que mon ami n'est plus dans la voiture. Je le vois dans le rétroviseur, il court. L'homme, armé d'une Kalachnikov, n'est qu'à quelques mètres à peine de David. Il est en face de moi, je le vois, je le distingue, je vois son visage, voilà. J'arrive à voir certains détails de comment il est habillé, je remarque qu'il a un sac de sport, enfin tout. Et il s'avance vers le magasin, tout bêtement les portes s'ouvrent comme des portes vitrées, et là je entends des coups de feu, peut-être 6, 7, 8. J'ai cette image où j'essaye de rentrer sous le volant, et j'y arrive pas. Et quand je relève la tête, il est plus là, il est rentré. Les gens ont dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit, c'est quoi, c'est un pétard. Moi, je me suis dit, voilà, ça ressemble vraiment à un coup d'une arme automatique. Au fond de l'hypercachère, Noémie, 26 ans, est elle aussi en train de faire ses courses pour Shabbat. J'ai vu tout de suite des gens qui couraient dans ma direction vers le fond du magasin et qui criaient. Et je me suis arrêtée, j'ai demandé à une dame ce qui se passait. Elle était en train d'hurler et j'ai entendu
des gens qui criaient « Vite, dépêchez-vous, il est armé ». De loin, je vois un homme devant l'entrée, mais qui bouge pas en fait. Je me dis, c'est fini, on peut plus sortir du magasin. Oui, on est vraiment pris au piège. Un groupe d'une vingtaine de personnes prend alors la décision de se réfugier au sous-sol du magasin. Parmi elles, Alain et Noémie. Eh ben, on se précipite tous vers l'escalier, on se bouscule. Moi, je suis tombé à un moment, bon, c'est la panique, hein. Et on arrive sur une réserve où il y a des cartons entassés. Et on se rend compte qu'il n'y a aucune issue de secours, qu'il n'y a rien. 3 minutes après l'entrée du preneur d'otages, un homme réussit à prendre la fuite. C'est le gérant de l'hypercachère. Il est blessé par balle au bras. David, le témoin stationné dans sa voiture, l'aperçoit sortir. Je croise son regard, et je ne sais pas pourquoi, dans son regard, j'ai cru qu'il était poursuivi, en fait. Il avait l'air, c'est même pas de la peur, hein, c'est fuyer la mort, quoi. J'ai ressenti une montée de, je sais pas, une montée d'angoisse ou je sais pas, quelque chose qui m'a dit faut courir, faut faire pareil, faut courir. Et c'est là où j'ai pris la décision de sortir de ma voiture et de courir. David se réfugie à une 50aine de mètres du magasin, dans cette station-service. Il retrouve son ami juste avant l'arrivée des premiers policiers. Il y a une voiture de la BAC de Vincennes qui est arrivée très vite. Donc là, le policier nous demande ce qui se passe et on nous demande de voir si on serait capable de le reconnaître. Donc on lui dit oui, on l'a clairement vu. Et là, justement, le policier nous tend son téléphone avec la photo d'Amédi Koulibaly. Amédi Koulibaly, le tueur de Montrouge, est formellement identifié. Retranché dans l'épicerie, il a fermé l'épais rideau de fer de l'entrée principale. Les premiers policiers qui arrivent sur place bouclent immédiatement le quartier. À l'intérieur du magasin, il y a 26 otages. La plupart sont toujours cachés dans les chambres froides au sous-sol et ont encore avec eux leur téléphone portable. On est un peu entassés parce que c'est des toutes petites chambres froides. Et puis on est tous avec nos téléphones à essayer de joindre la police, nos proches, à passer des coups de fil. L'un des appels atterrit ici au centre opérationnel des pompiers de Paris, 15 minutes après le début de la prise d'otage. Le monsieur qui a un fusil, il est tout seul ou ils sont plusieurs? Non, il y a 8 personnes dans un frigo. Ils se sont enfermés, moi je suis dans un coin caché. Et il y a 8 personnes qui sont cachées dans un frigo? Ouais. Il a un fusil mitrailleur de type Kalachnikov. Il a essayé à quoi comme arme? Et... Kalachnikov? Ouais. D'accord, restez tranquillement dans votre coin là, sans bouger, vous attendez, la police est sur place, vous inquiétez pas, ils vont venir vous aider. Surtout, il ne faut pas... Tu peux chercher une feuille, s'il te plaît, une feuille de papier. Une feuille de papier. Ouais. D'accord. Et c'est important que vous nous donniez les informations parce que nous, on remet tout à la police tout de suite. Hein. Alors, 5 personnes sont déjà mortes. 5 personnes de mortes, le monsieur me dit. Il veut qu'on... On a une vingtaine de personnes qui seraient dans les sous-sols du magasin cachère. À cet instant, les télés et radios du monde entier suivent ces 2 prises d'otages, minute par minute. Et à 1500 km de Paris, dans la banlieue de Tunis, un homme suit l'actualité en direct. Avishai, 22 ans, est très inquiet pour son frère. J'étais à la cuisine, il y avait la radio allumée et il y avait la présentatrice de l'émission que je connais très bien. Elle a dit que il y a une attaque terroriste à l'hypercachère de Vincennes et que voilà, il y a des otages, il y a une prise d'otages. Et là, je me suis retourné vers ma mère, je lui ai dit « Maman, Yoav ». Elle m'a dit « Quoi, Yoav ?» Je lui ai dit « Yoav, je sais pas, il habite où, Yoav? À Paris, non ?» Elle m'a dit « Oui, mais l'hypercachère, c'est pas... Il y en a plein. » Je lui ai dit « Non, maman, je sens quelque chose. » Son frère Yoav, 21 ans, vit depuis 2 ans dans ce quartier parisien. J'ai envoyé un message à mon frère, je lui ai dit « Yoav » avec 6 points d'interrogation. « Tu es où? Réponds.
allô, réponds et ne me fais pas peur. Genre, je traduis de l'arabe parce qu'on se parle de temps en temps en arabe. Et il recevait les messages. Il lisait les messages, mais il ne répondait pas. 2 prises d'otages simultanées, ça se passe porte de Vincennes dans le 20e arrondissement à Paris, dans un supermarché cachère à droite. Il s'agit des frères Kouachi, ça se passe à Damartin-en-Gohelle, 40 km de Paris. Il est 14h15. À Damartin-en-Gohelle, le siège de l'imprimerie se poursuit. Lilian, le jeune graphiste, est toujours caché à l'intérieur de l'imprimerie. Les frères Kouachi ignorent sa présence. Pour s'en assurer, les hommes du GIGN tentent d'entrer en contact avec lui par SMS. On pense qu'il n'est pas sous le joug des terroristes. Mais l'après-midi, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas sous la contrainte? Est-ce qu'il n'est pas sous la contrainte? Est-ce qu'ils ne l'ont pas trouvé? Est-ce qu'ils ne l'ont pas attaché sur une chaise? Est-ce qu'il lui dit je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc on va essayer de prendre contact avec lui par des SMS qu'on lui a envoyés, etc. Et même là, si vous voulez, un doute peut subsister. Donc on lui posera des questions très précises, avec l'appui de sa famille, et à un moment donné, on aura la quasi-certitude qu'il n'a pas été découvert. Il est otage ou il est toujours caché? Il est caché. Il nous dit qu'il est caché sous un évier. Cela fait maintenant 6 heures que Lilian est caché dans le placard. Il fait tout pour ne surtout pas se faire repérer par les frères Kouachi. Il y a eu un contact avec lui et on lui a dit, quoi qu'il arrive, ne bouge pas. Ne bouge pas. Surtout ne bouge pas. Ne bouge pas tant qu'il n'y ait pas un gendarme du GIGN qui est au contact. Même si tu entends des bruits, des explosions, des tirs, ne bouge pas. À Paris, la porte de Vincennes est entièrement bouclée par les forces de police. À l'intérieur de l'hypercachère, Alain et Noémie sont toujours au sous-sol avec une vingtaine de personnes. Amédi Koulibaly a vu certaines d'entre elles descendre. Il s'énerve et envoie une employée les chercher. Quelqu'un est descendu, qui avait été envoyé par l'agresseur, et qui nous a dit il veut que vous remontiez tous, sinon il descendra et il vous tuera tous. À cet instant, les pompiers sont toujours au téléphone avec l'otage, réfugié dans la chambre froide. Il y a une dame qui me dit... Qu'est-ce qu'il est? Dites-moi, monsieur, dites-moi. Il va exécuter tout le monde, elle dit. Il va exécuter. Il a dit qu'il allait exécuter tout le monde, le monsieur le ravisseur. Essayez de rester caché dans votre coin. D'accord. Essayez de rester dans votre coin caché au maximum. Il faut pas monter. Faut pas monter, vous restez caché, d'accord? D'accord. Un premier groupe, pourtant, va remonter des sous-sols. Parmi eux, Yoav, le frère d'Avishai. Arrivé en haut de l'escalier, le jeune homme aperçoit une arme de Koulibaly posée sur le sol. Dans un geste héroïque, il s'en empare, mais Koulibaly ouvre le feu. Yoav est tué sur le coup. Je suis remonté tout seul. D'autres étaient remontés avant moi. Et c'est là que je suis remonté, je suis arrivé en haut, et en face de moi, à la sortie de l'escalier en colimaçon, il y avait un cadavre. Il a fallu que je l'enjambe pour aller plus loin, parce que là, pour la première fois, j'ai vu Koulibaly qui était dans le fond. Il avait regroupé tous les otages en haut, dans la dernière travée du magasin. Dans l'épicerie, il y a 3 autres corps allongés sur le sol, dont un homme grièvement blessé, étendu juste à côté de Koulibaly et des otages. Il était plus conscient, heureusement, mais on voyait qu'il n'était pas mort. Et à un moment, il s'est approché de nous et il nous a dit « Vous voulez que je l'achève? Je peux le faire ?» Alors on a dit non. Ce ton-là est plus effrayant que s'il nous avait traité des choses horribles, parce que c'est tellement
tellement naturel et en même temps, il ne s'agit pas de donner un café, il s'agit de tuer un être humain. Sur le périphérique parisien, les hommes de la BRI et du RAID arrivent près des lieux, mais se retrouvent bloqués à 300 mètres à peine de l'hypercachère. En arrivant porte de Vincennes, le périphérique était complètement saturé, était bloqué. Il était impossible d'avancer, même avec les gyrophares de thon, le blindé devant, à part pousser les véhicules, et encore, on aurait fait 15 mètres pour entasser les voitures. Il était invraisemblable de continuer avec les véhicules, donc on a mis pied à terre, on a laissé les chauffeurs en véhicule, on s'est équipé, on est parti en courant. Donc les 300 derniers mètres ont été faits à pied. Les policiers progressent avec prudence. Ils prennent position tout autour du magasin. Ils savent que Koulibaly est fortement armé. Il y a 2 entrées dans l'épicerie. Celle de service, sur le côté du bâtiment, et l'entrée principale, située sur le devant du magasin. Les hommes de la BRI et du RAID se répartissent ces 2 issues. Je fais relever tous les fonctionnaires locaux qui sont sur place, qui sont bien évidemment moins bien équipés. Je fais aussi bouger pas mal de journalistes qui se sont approchés dangereusement de l'hypercachère. Et donc je positionne immédiatement mes colonnes d'assaut pour le cas où, s'il y avait le moindre événement, des coups de feu ou Amélie Koulibaly qui aurait fait une sortie pour tirer dans le tas, on est prêt à intervenir. Alors que le dispositif policier est en place, porte de Vincennes, à l'intérieur du magasin, Koulibaly interroge les otages. Il leur demande leur nom, leur âge et leur origine. Mon origine, qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'ai dit, français. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Et de lui-même m'a dit, catholique? J'ai dit oui, bien que je ne sois ni croyant ni pratiquant, mais je suis d'une famille catholique. Ça m'a beaucoup frappé. C'est la première fois dans ma vie que je dois me définir par une catégorie de naissance à laquelle je n'adhère pas et à laquelle je ne peux rien. Alors là, j'ai mieux compris ce que c'est que l'antisémitisme, pour être franc, parce que mes co-détenus juifs, eux, ils vivent ça beaucoup plus que je n'ai jamais vécu. Moi, je ne l'avais jamais vécu, ça. Sébastien est le négociateur de la BRI. Lorsqu'il arrive porte de Vincennes, il cherche rapidement à joindre le preneur d'otages. D'abord, il se présente, des revendications. Il voudrait que des terroristes emprisonnés soient libérés, que la France retire ses troupes dans les pays musulmans, de ce type-là, quoi. La conversation dure à peu près 5 minutes, et puis à l'issue, il me dit c'est moi qui vous rappellerai. Il y a une psychologue qui est avec nous, il y a des négociateurs du RAID aussi, avec qui on discute, et on dit vu le profil, vu ce qu'il a fait, vu les propos, reddition, on n'aura pas de reddition, quoi. Quelques minutes plus tard, Sébastien, le négociateur, tente à nouveau de joindre Koulibaly. Mais la ligne est occupée. Et pour cause, le preneur d'otages est en discussion avec des journalistes. C'est lui qui a appelé la chaîne de télévision. Est-ce que vous êtes en lien avec les 2 frères qui ont fait l'opération à Charlie Hebdo? Oui, on s'est synchronisé pour faire les opérations. Est-ce que vous êtes toujours en lien en ce moment avec eux? Est-ce que vous avez été au téléphone récemment avec eux? Non. Vous êtes synchronisé de quelle manière? C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres événements qui sont prévus? Vous avez un scénario ensemble que vous déroulez? Non, on s'est juste synchronisé pour le départ. Ça veut dire quand ils ont commencé Charlie Hebdo, et moi j'ai commencé à faire les policiers. Alexis Delahousse, directeur adjoint de la rédaction, s'entretient avec Koulibaly durant près de 10 minutes. Je lui pose d'autres questions pour obtenir des informations. On en obtiendra plusieurs. On saura donc qu'il est seul dans l'épicerie. Je lui demande s'il s'est déjà rendu en Irak ou en Syrie. Il me dit qu'il ne l'a pas fait parce qu'il craignait que ça révèle ses projets. Je lui demande précisément s'il sait combien de personnes se trouvent autour de lui dans l'épicerie. Et sa réponse, c'est un petit silence, mais c'est pas pour marquer, c'est pas pour s'en affecter. Il balance comme ça, il y a 4 morts.
Et ensuite, il demande à un otage de compter, on est combien là? Et il dit 17, ah ouais? Ah ouais, 16 avec un enfant. Et après, il commence à avoir l'idée de compter les femmes. Et tout ça en étant au bout du téléphone. Donc on avait pleinement conscience de l'horreur de ce qui se passait à l'intérieur de l'hypercachère, mais là, tout d'un coup, il nous dit il y a 4 morts et il y a 17 otages. Cet échange téléphonique ne sera pas diffusé à l'antenne. En revanche, BFM TV va donner un autre détail important. La chaîne d'info révèle la présence d'otages au sous-sol du magasin. Il y a une personne, une femme, qui se serait cachée dès le début, dès l'arrivée de cet homme donc à l'intérieur du supermarché, qui s'est cachée dans une chambre froide et qui serait à l'intérieur de la chambre froide, donc à l'arrière de l'établissement. Il reste encore 6 personnes dans les chambres froides. Noémie et sa voisine qui est au téléphone. Un parent l'informe que BFM TV vient d'annoncer la présence d'otages au sous-sol. Est-ce qu'il sait qu'on est là? Est-ce qu'on a fait du bruit? Est-ce qu'il nous a entendus? À ce moment-là, on se demande encore s'il est tout seul ou s'il y a quelqu'un d'autre avec lui. Donc on se dit que si il apprend qu'il y a des personnes cachées en bas et qu'il n'est pas tout seul, il y a quelqu'un qui va descendre et qui va tous nous tuer. Les responsables de la chaîne comprennent que l'information peut mettre en danger la vie des otages. Ils décident immédiatement de ne plus la diffuser. C'est une erreur qui est rattrapée très vite par le rédacteur en chef, mais qui est rattrapée trop tard, malheureusement. Et effectivement, c'est une erreur. C'est 22 secondes sur 70 heures de direct, mais c'est une erreur malgré tout et que l'on regrette évidemment. Quelques minutes plus tard, des journalistes de RTL parviennent eux aussi à joindre l'épicerie. Mais Koulibaly oublie de raccrocher le téléphone. Il reprend sa discussion avec les otages, sans savoir alors qu'il est enregistré. Comme moi, pour venir, il y aura de plus en plus, donc qu'ils arrêtent. Je leur dirais bien qu'ils arrêtent. Ils arrêtent d'attaquer l'État islamique, ils arrêtent de dévoiler nos femmes, ils arrêtent de mettre nos frères en prison pour rien du tout. C'est vous qui avez élu vos gouvernements. Et vos gouvernements, ils vous ont jamais caché qu'ils allaient faire la guerre au Mali ou ailleurs. Deuxièmement, c'est vous qui les financez. Que vous payez les taxes, des trucs, vous êtes d'accord avec eux. Hein? C'est obligé, mais je paye pas mes impôts, moi. Ah oui, tu peux te désavouer, tu peux payer tes impôts. Pas mes impôts. Oui, mais quand moi je paye mes impôts, ce que je veux, et pour la route, on fasse des super écoles, on paye nos impôts, mais pas de mal à personne. J'ai parmi mes co-détenus certains qui ont essayé de lui parler. Bon, je les juge pas. Peut-être ont-ils eu raison, mais enfin, moi je l'ai pas fait. Moi je suis resté dans mon coin à attendre. Quand vous avez en face de vous un type avec 2 kalachnikovs et 4 cadavres baignant dans leur sang autour de vous, vous n'avez pas envie de contrarier la personne qui est en face. Hein. Ou alors c'est que vraiment vous êtes un super-héros, mais j'ai jamais trop rencontré ça dans mon existence. Non, on n'a pas envie de le contrarier, ça c'est vrai. Il est 15h50. Les hommes de la BRI et du RAID se préparent. Ils prévoient de lancer l'assaut vers 17h à la tombée de la nuit. Le négociateur de la BRI rappelle Koulibaly et reprend les négociations pour obtenir une libération des otages. On commence à lui dire aussi que bon, son action est médiatisée, qu'il a déjà réussi son opération, qu'il n'a pas besoin de tuer d'autres personnes, qu'il n'a pas besoin d'en faire plus. Moi, il me dit qu'il est prêt à nous affronter. Ça révèle sa détermination, il est déjà dans son processus, il veut mourir, il sait qu'il va mourir, c'est ce qu'il recherche. Après, je pense qu'il cherche une fin la plus glorieuse possible, entre guillemets, voilà. Au cours de cet appel, Koulibaly s'inquiète aussi du sort des 2 autres terroristes retranchés à 40 km de là, à Dammartin-en-Goële. Il sait que les frères Kouachi sont encerclés par les hommes du GIGN. Le colonel Bonneau est aussitôt alerté. On apprend très rapidement que Koulibaly, à Paris, à Vincennes, déclare que si les frères Kouachi sont interpellés ou meurent, il tuera tout le monde à l'hypercachère. Il a pris ici
cas où les mecs sortiraient. Est-ce que peut-être qu'ils pourront sortir? Hors de question donc pour le GIGN de donner l'assaut à Dammartin. Il faut attendre le dénouement de l'hypercachère avant d'intervenir. Mais au moment où les forces de l'ordre affinent leur stratégie, la porte de l'imprimerie s'ouvre. Est-ce qu'il y a un type, deux types? Est-ce qu'il y a le type des deux avec l'otage? Donc nous, tout de suite, on dit, voilà, quelles sont les possibilités? Est-ce qu'ils observent, tout simplement, pour voir notre dispositif? Est-ce qu'ils vont tenter une sortie? Ou est-ce qu'ils sont là pour peut-être lancer une négociation? Et à 16h54, très précisément, ça sort. À cet instant précis, le ministre de l'Intérieur est au téléphone avec le général Favier. Et il me raconte en direct ce qui est en train de se passer. Ils ouvrent la porte, ils vont sortir, ils sortent, et puis j'entends les coups de feu. Et nous sommes obligés d'intervenir. Bon, je lui dis, faites-le. Voilà, et j'entends tout ça. Donc là, nous, on doit les arrêter. On doit les arrêter, notamment avant qu'ils arrivent sur la route, parce que dans la route, il y a un dispositif du GIGN qui est mis en place, et on sait qu'ils ont un lance-roquette. Jamais ils n'auront la volonté de se réfugier à l'intérieur, malgré le feu auquel ils sont opposés. Jamais. Donc ils iront jusqu'au bout en utilisant toutes leurs armes. Les deux frères Kouachi sont à terre, mortellement touchés. Lilian, le dernier otage, peut enfin sortir du bâtiment, escorté par les hommes du GIGN. Il sera resté plus de 8 heures caché sous un lavabo, avec l'espoir de ne jamais être découvert par les terroristes. Mais à Paris, porte de Vincennes, il y a urgence. Dans l'issue des gondoles. Si Koulibaly apprend la nouvelle de Dammartin, il risque de tuer les otages. À ce moment-là, je rends immédiatement compte au président de la République, et le président de la République me dit il faut appeler immédiatement le préfet de police, l'instruction doit être donnée sur le champ, ce que je fais. Il dit arrêtez toute discussion, voilà ce qui vient de se passer, allez-y tout de suite. Il y a des otages à l'intérieur, là. Allez, on y va, allez. Il y a deux portes pour intervenir dans l'épicerie. Les hommes du raid devront pénétrer par l'entrée principale et ceux de la BRI par la porte de service située sur le côté du bâtiment. Alors il y a une très grande tension à ce moment-là. On a conscience que ça y est, le dénouement va se produire maintenant, que ça va être un dénouement extrêmement violent, que ça va se traduire manifestement par un affrontement excessivement sévère. Quand je suis allé rejoindre la colonne d'assaut, j'ai fait un truc que je ne fais jamais. J'ai envoyé un petit SMS à ma femme. On s'est dit, bon voilà, si jamais ça se passe mal, au moins, on aurait dit au moins au revoir, quoi. En gros, c'est à peu près ça. À ce moment-là, j'ai mon fiancé qui me passe un coup de fil et qui me dit éloignez-vous de la porte et mettez-vous les uns contre les autres. Je peux pas t'en dire plus. Et il raccroche. L'assaut est lancé. Deux artificiers du raid font sauter la porte de service. Sébastien, le négociateur, est encore avec Koulibaly au moment où cette première porte explose. Là, c'est la première fois qu'il me tutoie. Il me dit, mais tu me fais exploser, tu me fais exploser. Et là, il change de ton. Là, c'est la première fois qu'il est dans la panique, dans l'énervement, quoi. Tu me fais exploser, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, tu es un combattant, nous on a des combattants aussi, mais ils sont à l'extérieur, laisse les femmes et les enfants, et puis si tu veux combattre, viens à l'extérieur. Il y a un stress, hein, c'est obligatoire. Vous êtes partis à l'assaut, il y a l'effet de groupe qui nous soutient aussi, entre nous. Et puis bon, on sait que quand on part, on va pas s'arrêter, et qu'il faut résoudre la crise, et puis ressortir si possible avec toute son équipe. Lorsque le premier binôme de chez moi se présente dans l'encadrement de la porte, on est
pris sous un tir nourri de Koulibaly, qui nous tire dessus, en rafale. À aucun moment, nulle part dans le monde, ce type d'individu ne s'est rendu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. On doit sauver les otages. Les policiers ont avec eux la clé du rideau de fer. Je vois le rideau de fer qui commence lentement un petit peu à se soulever. Là, je suis encore debout et je vois Koulibaly qui se précipite vers le rideau de fer et je l'entends crier « Je vais tous les tuer ». Et là, je me jette par terre avec tout le monde, hein, évidemment, sous le comptoir. Le but dans une opération comme ça, c'est d'offrir au preneur d'otages, dont on sait qu'il veut combattre, de lui offrir le combat, c'est-à-dire de s'offrir en cible pour attirer son attention, pour qu'il tire dessus et qu'il se détourne des otages. Koulibaly décide finalement d'aller de sortir par la porte principale et d'aller se suicider sur les opérateurs du raid. Oh, c'est chaud, poteau. Cesse et qu'on entend les policiers qui vous crient « sortez, sortez, sortez », on sort comme des fous, quoi. Et on n'a pas le temps de se poser des questions, pour être franc. Hein. On sort en se disant « c'est ce que je vais prendre une rafale dans le dos hein. ». La porte s'est ouverte et on voit des armes braquées sur nous avec des petits lasers rouges, vraiment comme dans les films. Le raid nous fait remonter. Donc on a bien entendu les consignes. On a bien entendu qu'il fallait regarder en l'air, qu'il fallait faire abstraction de tout ce qui se passait autour. En tout cas, j'ai vu que je marchais dans du sang, dans des bouteilles cassées, dans plein de débris. Bernard Cazeneuve est toujours au téléphone avec le préfet de police de Paris, qui lui décrit en direct l'évacuation des otages porte de Vincennes. Nous sommes avec le président de la République et le Premier ministre devant la télévision et la scène qui vient de m'être racontée, nous la voyons. C'est-à-dire que nous voyons les otages que nous comptons. Le préfet de police les a comptés lui-même. Hein. Donc il me dit que tous les otages dont on nous a dit qu'ils étaient vivants sortent et il les compte au téléphone. Et nous voyons l'image 35 secondes après ou une minute après avec les gens qui sortent. Nous avons immédiatement une tension qui tombe. Nous venons passer quand même tous les 4 jours de grande tension en étant constamment ensemble. Hein. Et là, il y a le dénouement. Donc, il y a des manifestations d'amitié hein, entre nous, de fraternité, qui resteront dans nos esprits. Poussez-vous les gars! On fait quoi? On va où? Prenez-les, c'est bon. Allez. On y va. On est resté devant la télé ce vendredi. On voyait les gens sortir. Ma mère, quand elle regardait la télé, elle disait « Voilà, c'est lui ». Je me suis dit dans ma tête « Maman, c'est pas lui, attends ». On m'appelle, on me dit que Yoav est mort. J'ai attrapé ma mère. Elle était dans un état, on était tous dans un état...
Les pompiers évacuent 4 corps de l'épicerie. Philippe Braham, 45 ans. François-Michel Saada, 63 ans. Johan Cohen, 23 ans. Et Yoav Atta, 21 ans, sont morts ce 9 janvier 2015, sous les balles d'Amédi Koulibaly. « 48 heures après l'assaut des forces de l'ordre, le dimanche 11 janvier 2015, la France entière descend dans la rue. 4 millions de personnes souhaitent rendre hommage aux victimes de ces attentats et clamer haut et fort leur refus de se soumettre à la pression des terroristes. Je suis Charlie, je suis flic, je suis juif, je suis la République. Des slogans qui fédèrent tout un peuple uni contre la barbarie. Des images qui font le tour du monde, avec en tête de cortège de nombreux chefs d'État, venus apporter eux aussi leur soutien. Quelques symboles forts, comme cette image où la foule crée un corridor à un groupe de gendarmes mobiles, sous les applaudissements de centaines de manifestants. Au cœur de cette marée humaine, il y a aussi des victimes de ces attentats. J'étais toujours énormément triste de ce qui s'était passé quelques jours avant. Mais ça a fait du bien, en fait. Ça a fait du bien, ce soutien chaleureux. Autant nous, l'équipe était soudée, autant on avait tous ces gens derrière nous qui nous témoignaient amour, soutien. Un truc extraordinaire, quoi. J'étais très fier, j'étais très ému ce jour-là de voir que les valeurs de la liberté d'expression n'étaient pas piétinées comme les terroristes ont cherché à le faire. J'ai compris ce jour-là qu'il s'était passé quelque chose de très grave et d'insupportable pour la liberté d'expression et pour la liberté tout court, dans un pays qui est une démocratie et une république. Pour ceux qui ont été otages des terroristes, il faut apprendre à oublier ces moments de terreur et d'angoisse. Lors d'une cérémonie organisée à l'Élysée, Alain Coinon a pu rencontrer les hommes qui l'ont sauvé. J'ai vu des gens du RAID qui étaient là, dont un qui avait été blessé. Et je l'ai pris dans mes bras, je lui ai exprimé toute mon infinie reconnaissance. Il m'a sauvé la vie. Il nous a sauvé la vie. Et on va dire que eux, ils ont eu du courage. Moi, j'en ai pas eu. Enfin, j'ai pas pu en avoir. Mais eux, il leur en a fallu. Et je suis plein de respect et d'admiration pour la police française, je dois dire. Quant à Michel Catalano, le gérant de l'imprimerie, il n'a toujours pas obtenu les dédommagements nécessaires pour la reconstruction de son bâtiment, fortement endommagé durant l'assaut. Grâce à la solidarité des commerçants de la région, il a pu reprendre son activité dans un local provisoire. Aujourd'hui, il se bat jour après jour pour reprendre pied dans la vie. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va un peu moins. Alors quand je dis ça va jamais vraiment à 100% jusqu'à maintenant. Évidemment, les nuits sont difficiles, je ne dors pas complètement correctement encore aujourd'hui, mais j'ai entrevu une lumière au bout du tunnel. J'ai de l'espoir, je suis persuadé que dans les années à venir, ça ira de mieux en mieux. Mais on n'oubliera jamais, on ne peut pas oublier ce que j'ai vécu, c'est impossible. Le mercredi 14 janvier, une semaine après les attentats, les journalistes et dessinateurs de Charlie publient un nouveau numéro du journal. Pas question pour eux de se laisser bâillonner par les terroristes. Charlie est toujours vivant. Si on avait arrêté de faire le journal, ça aurait signifié que les tueurs avaient eu raison, enfin, en tout cas avaient réussi leur coup. Ça aurait signifié que tous les gens qui ont manifesté le 11 janvier, finalement, pour nous soutenir, ça n'avait servi à rien, ou disons que ça n'avait pas empêché le journal de disparaître.
Donc on se devait aussi, se sentait aussi un peu l'obligation de refaire le journal, pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Mais après la question se posait de savoir est-ce qu'on était capable de faire à long terme, de refaire à long terme le journal. Parce que les gens qui sont partis, c'était quand même pas rien. C'était des figures emblématiques du journal, c'était des gens importants éditorialement pour le journal. J'ai l'impression que si j'avais arrêté le dessin, voilà, c'est comme si je me creusais un truc aussi, quoi. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait une dépression, j'aurais fait... Je sais pas, c'est difficile de parler de choses que j'ai pas faites, mais je me connais assez pour penser que si j'avais pas redessiné tout de suite, je ne me serais pas relevée. Au contraire, ça m'a renforcée. Laïcité, lutte contre les communautarismes, droit au blasphème, des sujets qui animent toujours l'équipe de Charlie, et une ligne qui ne change pas, provocatrice et sans compromission. Pourquoi ils sont morts, au fait? Qu'est-ce qui s'est passé le 7 janvier? Et qu'est-ce qu'on a visé? C'est tous ces gens, dont Charles, directeur de publication, qui luttaient depuis des années contre toute forme d'obscurantisme et de fanatisme sous prétexte de religion. Pas question de changer ce qu'on est, quoi. Si on commence à céder sur ça, on cédera sur ça, et puis sur ça. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est de pas lâcher, justement, parce que si on lâche sur un truc, on lâchera sur un autre petit truc, puis un autre petit truc, et puis après, on pourra plus dessiner. Donc après, on va à Pôle emploi. On va pas se coucher. On continue comme avant. Moi, je traite des mêmes sujets. Quand il faut critiquer la religion, quelle qu'elle soit, on le fait. Combien de fois le pape a été brocardé? Combien de fois les intégristes catholiques ont été montrés du doigt? Combien de fois on en a ri? Combien de fois on se moque des rabbins d'Israël qui font l'extrême droite en ce moment? Voilà, on continue sur toutes les religions. On ne va pas arrêter. On l'a toujours fait. Voilà. Les précautions qu'on prend, c'est des précautions qui existaient déjà un peu avant. On a toujours un peu peur du malentendu. C'est-à-dire les gens qui comprennent les choses de travers. Parce que dans Charlie, il y a de l'humour, il y a du second degré, il y a de l'humour noir, et des fois, on est un peu interloqué de voir à quel point les gens comprennent tout de travers. Où ils surinterprètent, où ils voient des sens là où il n'y en a pas. Des fois, on se dit, si on met ça, ils vont croire qu'on a voulu dire ça. Alors donc, il faut anticiper presque des fois les raisonnements aberrants que les gens peuvent avoir. Aujourd'hui, dans leurs locaux, l'équipe de Charlie Hebdo continue de publier chaque semaine le journal, parfois dans la difficulté, mais sans oublier les disparus. Il y a des manques, mais à côté de ça, il y a toujours une équipe. Il y a Rhys qui est là, Dieu merci. Il y a Nautilus qui est là, même s'il s'en va, et on comprend pourquoi. On comprend, on soutient, chacun réagit comme il veut. Mais on est toujours là. Moi, j'ai toujours pensé qu'on était une équipe soudée. Et je pense qu'on l'est encore maintenant, malgré les difficultés, même malgré quelques dissensions. On est là, quoi. En tout cas, on paraît chaque semaine, et ça pour moi, ça me fait du bien, et c'est une fierté quand même. C'est une fierté de se dire qu'on est là encore après ce qu'on a vécu. Et je pense que c'est le meilleur hommage qu'on pourrait faire aux gens qui sont plus là. Pour l'instant, la vie, elle est ici. Elle est au sein du journal, elle est avec les personnes avec qui j'ai vécu ce drame, puis en mémoire de nos potes, quoi. Que ce soit Charles, Jean, T-News, Volin, Honoré, toutes ces personnes, Mustapha, qu'ils ne soient pas morts pour rien, quoi. C'est un putain de symbole qu'on a sur le dos, mais c'est un sacré devoir qu'on a vis-à-vis d'eux, quoi.
C'est la fin de cette émission. Retrouvez-nous sur Sisplay et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. Bonne soirée sur M6. La semaine prochaine, dans Enquête exclusive, un match au sommet entre Courchevel et Saint-Moritz. 2 stations mythiques qui accueillent les plus grandes fortunes de la planète. Saint-Moritz, c'est sport, c'est jet set. À la place d'être à la plage à Saint-Tropez, on est ici. Hélicoptère et haute voltige. C'est le manège de luxe. Vente privée des plus grands joailliers et de produits uniques. Elle est vendue autour de 60 000 € pièce. Des événements qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Le prix, on s'en fout, c'est le fait de gagner, c'est l'honneur. Côté suisse comme côté français, les 2 stations rivalisent d'inventivité pour satisfaire ces milliardaires venus des 4 coins du monde. Ça, c'est la raclette Matisse. Dans ces palaces des neiges, rien n'est laissé au hasard. On a envie de faire rêver les gens. Vraiment, c'est le but. Même pour une clientèle parfois très jeune. Viré dans la haute montagne, version luxe. C'est génial. Courchevel, Saint-Moritz, le grand match, c'est dimanche prochain dans Enquête exclusive. Créé en 1985, découvrez l'unité d'élite de la police nationale. Enquête exclusive au cœur du raid, c'est dans un instant sur M6.